Quand vous commencez à comprendre comment vous êtes venu au monde, au-delà de toutes les sphères scientifiques, déjà ce projet, ça nous donne une information sur comment on a été conçu au niveau de l'énergie. Tout ce que l'enfant, le fœtus a enregistré, comme je disais tout à l'heure, va le garder en mémoire. Et puis après, il y a la naissance, évidemment, et la naissance de savoir comment vous êtes arrivé au monde. C'est pas tout le temps vérifiable, c'est-à-dire que ça se traduit pas tout le temps, mais c'est vrai que on a des exemples des enfants qui peuvent être tirés par des forceps ou qui ont été déclenchés dans leur quotidien. C'est intéressant d'aller voir comment à chaque fois on doit aller les chercher pour faire une action ou par exemple se réaliser soi-même. Tiens, j'aimerais bien changer de boulot mais j'y arrive pas. Rien n'est universel. Bonjour tout le monde et merci de nous rejoindre sur Epoch Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Ariane Banaletti qui C'est va ça. nous parler de oui, qui va nous parler de son métier et du corps. Aujourd'hui, on va parler du corps et de tout ce qui fait de nous un être humain. Donc, Ariane, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour, bonjour à tous. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, le corps, un grand sujet, surtout dans notre société actuelle. Hein, c'est vrai que les gens se rendent compte qu'ils ont un corps lorsqu'ils sont malades, et on se rend compte que le corps, finalement, est rempli d'émotions, toute une mécanique, toute une énergie, et que c'est intéressant de s'y pencher, en fait, pour essayer de comprendre, pourquoi pas des mécanismes. Donc, toi, tu te spécialises dans les mémoires cellulaires. Est-ce que tu peux Oui. nous dire un peu à quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que le nom, mémoire cellulaire peut paraître, assez scientifique, mais en fait c'est assez simple, hein. C'est comme son nom l'indique, on est constitué, tout notre corps humain de cellules, hein. On a d'innombrables cellules en fonction, et de plus en plus on se rend compte, enfin, ou les recherches, commencent à comprendre que nos cellules ont peut-être une mémoire, de nos familles, de nos ancêtres, et qui fait qu'on peut reproduire ces schémas, peut-être, on peut appeler ça comme ça, dans notre vie quotidienne, sans vraiment comprendre le sens. Et la mémoire cellulaire est une méthode pour essayer d'aller comprendre justement ces schémas qu'on adopte peut-être tous les jours, ou à un moment des schémas répétitifs qui fait qu'on est bloqué dans notre vie, et on va essayer de comprendre la cause et le sens de ces schémas. Et cette méthode, donc elle a différents outils pour essayer effectivement d'aller voir pourquoi on répète toujours les mêmes choses. Tu me disais la dernière fois que ça peut arriver, ça arrive parfois quand on est dans le ventre de notre mère. Est-ce que tu peux nous expliquer Oui, ce que tu voulais dire par là? oui. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans la mémoire cellulaire. Déjà, on peut commencer par, le commencement, la vie intra-utérine. Quand on est dans le ventre de notre maman, on capte beaucoup de choses. En fait, tout départ même, c'est de savoir si on est un projet ou pas. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui vont se rencontrer, votre papa et votre maman, et ou pas, mais qui vont décider de faire un enfant, ou de ne pas faire d'enfant. Et tout d'un coup, vous arrivez, vous, dans ce ventre, et dans lequel il va se passer plein de choses pendant 9 mois. Vous allez pouvoir capter des émotions, peut-être capter des choses qui se passent à l'extérieur du ventre, et les enregistrer. Il faut savoir qu'un fœtus, à la base, n'a pas de cerveau. Enfin, tout de suite, il n'est pas constitué intellectuellement, ce que je veux dire. Par contre, il ressent tout. Et c'est pour ça qu'on parle de la peau de fœtus. Il va ressentir et ça va laisser une empreinte dans le corps. Et lorsque vous arrivez au monde, vous avez ces mémoires corporelles, mais qui n'ont pas été intellectualisées. Et c'est pour ça que de temps en temps, on peut avoir des comportements ou ces fameux schémas qui se répètent sans en comprendre le sens. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, cette méthode va nous aider par différentes techniques, je pourrais vous en parler après, d'aller essayer de comprendre ce qui s'est passé déjà dans un premier temps dans cette vie intra-utérine. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'émotion ou des événements pendant cette vie intra-utérine? Et du coup, qu'est-ce que ça peut impliquer, dans nos comportements d'aujourd'hui, en fait, enfin, en tout cas, de ne pas aller visiter ces mémoires cellulaires? Ou qu'est-ce que ça peut faire?
si on n'a pas de schéma répétitif et qu'on est bien dans notre vie, il y a pas besoin. Mais c'est vrai que, par exemple, on peut avoir une personne qui désire absolument faire couple et qui n'y arrive pas, par exemple. Ou qui veut absolument, ou qui a, par exemple, toujours les mêmes soucis au travail avec une personne hiérarchique. Et qui répète ça, mais de différentes manières. Alors, on va déjà essayer de chercher la cause. On va monter dans ce qu'on appelle, on va rechercher dans ce qu'on appelle le projet sens en mémoire cellulaire. Et qu'est-ce que c'est que ce projet sens? On parle de 18 mois dans ce projet sens. On a les 9 mois avant que vous arriviez dans le ventre de votre maman. Donc, c'est intéressant de savoir comment votre papa ou votre maman ou le couple qui a décidé d'avoir un enfant se sont rencontrés, de quelle manière ils vivaient, est-ce que c'était dans un pays en guerre ou pas, quel était l'environnement de ce couple et comment le projet d'avoir un enfant a eu lieu. Ça, c'est important parce que ça fait vraiment partie de votre histoire. Donc, quand vous commencez à comprendre comment vous êtes venu au monde, au-delà de toutes les sphères scientifiques, déjà ce projet, ça nous donne une information sur de comment on a été conçu au niveau de l'énergie. Et ensuite, donc là, on parle de 9 mois avant. Après, on a les 9 mois pendant la gestation, qui étaient 9 mois importants. Donc, on parle de 18 mois. Et c'est intéressant d'aller voir effectivement cette vie intra-utérine, qu'est-ce qui s'est passé, comment votre maman se portait, est-ce qu'elle était malade, est-ce qu'elle vivait dans un environnement contraignant, il y a plein d'exemples. Ou est-ce qu'elle s'est séparée à ce moment-là, ou est-ce qu'il y a eu des accidents, et tout ce que l'enfant, le fœtus a enregistré, comme je disais tout à l'heure, va le garder en mémoire. Et puis après, il y a la naissance, évidemment, et la naissance de savoir comment vous êtes arrivé au monde. Est-ce que vous êtes venu par des forceps? Est-ce que vous êtes sorti tout de suite? Ou est-ce qu'il fallait vous déclencher? Rien n'est universel, mais on se rend compte que dans le comportement, on peut essayer de voir, ah bah tiens, il faut toujours aller me chercher, j'arrive jamais par moi-même faire un effort, ou il faut toujours que quelqu'un vienne me tendre la main, autrement j'aurais une tendance à procrastiner. Si on cherche la manière dont est née la personne, pourquoi pas des déclenchements ou des forceps. Vous voyez la similitude, c'est-à-dire qu'on vous a incité à sortir du ventre de la mère et ça peut se traduire dans votre quotidien où il faut toujours aller vous chercher pour faire un effort. Par exemple, c'est un exemple. Donc ça, Mais Allez-y. non, 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 vas-y, je t'en prie. En fait, Tu peux me les tutoyer, hein. 18 mois de projet-sens sont intéressants d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qui s'est passé et comment je suis également arrivée au monde. Et on se rend compte que dans ce projet-sens, après, on va répéter, euh, pas de manière identique absolument, mais dans l'énergie, on va répéter un peu ce qui s'est passé au début de notre histoire. Et plus on va mettre du sens là-dessus, et si on est de nouveau reconfronté au fait de ne pas réussir à faire couple ou de ne pas réussir à trouver le travail qu'on souhaite, maintenant on comprend un peu plus comment nous on est arrivé. On peut mettre du sens, du coup on prend du recul à la situation et on peut y aller différemment. On peut changer ce schéma répétitif. Et qu'est-ce que ça implique chez l'enfant qui arrive avec des forceps? Parce que ça t'en as parlé des forceps. Alors, c'est pas tout le temps vérifiable, c'est-à-dire que ça se traduit pas tout le temps, mais c'est vrai que on a des exemples des enfants qui peuvent être tirés par des forceps ou qui ont été déclenchés dans leur quotidien. C'est intéressant d'aller voir comment à chaque fois on doit aller les chercher pour faire une action ou par exemple se réaliser soi-même. Tiens, j'aimerais bien changer de boulot, mais j'y arrive pas, ou j'ai une tendance à procrastiner. Alors, la solution, c'est pas de se dire, bah tiens, je suis venu avec des forceps, mais ça nous donne une indication de comment vous êtes arrivé dans ce monde. C'est une indication parmi tant d'autres, hein. Faut pas s'arrêter que là-dessus. Mais la manière dont vous venez au monde nous donne des informations sur votre comportement inconscient de tous les jours. Est-ce que ça peut jouer aussi chez l'enfant qui arrive prématurément? Oui, alors il y a des enfants qui veulent sortir très très vite du ventre. Alors on retrouve aussi des exemples de personnes qui vont très très vite sans forcément réfléchir et qui foncent tête baissée. Mais c'est très large ce que je dis parce que ensuite on a ce projet sens où on va aller chercher effectivement la genèse un petit peu, si on peut appeler ça, de votre existence, de votre projet. Et puis après, on va analyser ces schémas répétitifs. Et comment on fait? On a, c'était dans les années 60, le docteur Fréchet, qui était un psychanalyste, a décidé de créer ce qu'il appelle la grille de vie.
En fait, c'est comme un grand puzzle, un grand tableau Excel avec votre projet sens, donc le mois et l'année d'avant votre naissance, pendant la gestation, puis on va continuer sur tous les âges. Et pendant la thérapie, souvent je donne cette grille de vie. Et vous allez commencer à noter les grands événements de votre vie, les rentrées scolaires, les naissances, les mariages, mais pas noter l'histoire, mais noter l'émotion. Et on va travailler avec cette grille pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se répète. Ah bah tiens, je me souviens qu'en maternelle, j'avais entendu cette phrase, et puis du coup, ça se reproduit encore dans mon travail. J'avais peut-être entendu, même en primaire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire d'elle Elle est peut-être pas si douée que ça, ou elle est pas bonne en orthographe. Et puis, plus ça avance dans l'école, plus à chaque fois, on entend cette dévalorisation de soi. Eh ben, on va essayer effectivement de capter ce schéma répétitif, d'y mettre de la conscience. Ben oui, à chaque fois, je l'entends de l'extérieur et ça a un impact sur la confiance en moi, par exemple. Eh ben, ce schéma répétitif, on va faire le parallèle avec le projet sens. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Peut-être que la mère a entendu quelque chose. Peut-être que l'enfant, au dernier moment, elle n'en voulait pas. Vous voyez, il y a plein de schémas. Mais l'objectif, c'est de comprendre pourquoi ça m'impacte, pourquoi l'émotion arrive, et à ce moment-là, on va pouvoir confronter ou continuer dans notre vie sans être bloqué. Donc ça, c'est un premier exercice, cette fameuse grille de vie. Et ensuite, en mémoire cellulaire, on travaille aussi avec ce qu'on appelle la biorésonance cellulaire, qui est un peu une famille de la kinésiologie. C'est-à-dire que quand le patient arrive avec une émotion, par exemple de tristesse, en disant je comprends pas, au mois de novembre, je suis toujours triste ou je suis toujours en déprime, ce qu'on peut comprendre quand on a moins de lumière. Et ben, le patient va le faire asseoir ou allonger sur une table de soins et on va essayer de le ramener dans ce qu'on appelle une descente du corps, d'aller vivre l'émotion. Et il y a plein de gens qui n'y arrivent pas, qui comprennent pas parce qu'ils sont pas éduqués comme ça. Donc on va déjà essayer de demander au corps de revivre cette émotion et qu'avec un petit système de pulsation, on va interroger, c'est une écoute très subtile, l'énergie du corps. Et le corps est capable de nous donner des âges ou moments où ça s'est cristallisé. Cristallisé, c'est le moment où j'ai capté cette émotion de on ne me veut pas, par exemple, où je n'ai pas été un projet. Vous voyez? Et le corps va nous donner l'information peut-être d'un âge, peut-être d'autres mots. Et ce qui est intéressant, c'est que le patient doit aller le vérifier dans le concret. Redemander par contre à ses parents, est-ce que vous vouliez vraiment un enfant ou pas? Là où je me pose question, c'est, par exemple, le parent qui désire avoir un petit garçon et qui a une fille à l'intérieur. Est-ce que Ouais, ça aussi, ça peut avoir une incidence sur le reste, bien sûr, laquelle? bien sûr. Alors, il y en a plein. Il y a peut-être une orientation sexuelle. Il peut y avoir aussi le fait de ne pas du tout se sentir féminine et de pas s'autoriser, si la maman voulait un garçon, de pas s'autoriser effectivement à être féminine et pourquoi pas à être jolie. Euh, voilà, ça arrive beaucoup où les mamans veulent absolument un garçon et que finalement c'est une fille ou inversement. Et il peut y avoir effectivement j'essaye d'être concrète, une confusion dans ce que son féminin et son masculin. Vous voyez, d'avoir des comportements très masculins, mais c'est pas juste au niveau du physique. Des comportements masculins, c'est d'être toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'action. Le féminin dans la symbolique et dans l'accueil. Donc ça peut se jouer effectivement. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que à partir du moment où vous êtes dans le ventre de votre maman, vous captez tout. Mais vous ne le captez pas avec votre cerveau, vous le captez avec l'émotion. Donc vous pouvez porter des choses que votre maman a souhaitées, comme les IVG, où on a des personnes qui estiment qu'elles n'ont pas le droit de vivre, ou elles estiment qu'elles ne peuvent pas s'autoriser à obtenir telle ou telle chose. Et on se rend compte des fois dans l'histoire que c'était un enfant qui, au dernier moment, on n'en voulait plus, par exemple, et que c'était trop tard. Ce qui est très difficile, dans tout ça et j'entends bien, c'est que je pense que je ne suis pas maman, mais je pense que, dès lors où, la maman, tombe enceinte, elle est dans une construction mentale, qui ne s'arrête pas et qui tourne en boucle.
où elle se dit, «Je vais m'imaginer que mon enfant sera de tel sexe, que mon enfant aura cette vie-là et que mon Ouais, enfant», tu vois? On est toujours dans une construction mentale, où ça tourne en boucle énorme. et ça ne s'arrête pas. Je comprends bien qu'il faut rester dans le moment présent, ce qui est ultra compliqué, donc quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose au moment de la naissance de l'enfant parce que de toute façon, toute cette construction aura été faite. Oui, mais il manque une éducation. Alors, il y en a de plus en plus hein, maintenant sur les femmes enceintes, d'accueillir, de ressentir. Et on voit bien toutes les études qui sont faites sur la vie intra-utérine. C'est encore un monde où on n'a pas vraiment accès, même s'il y a des observations hein, de plus en plus dans ce qui se passe dans ce ventre. Même, vous voyez, au moment du retournement au 5e mois, on n'est pas tous égaux devant la longueur du cordon ombilical. Donc, au moment où il y a des enfants où le cordon est très très long, et au moment de se retourner, ben, il s'en mêle. Et c'est un moment important, hein, parce que le fœtus se bat pour retrouver sa place. Tout ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur du corps. La mère n'a pas forcément accès, mais maintenant, on lui donne de plus en plus d'informations pour dire soyez conscient qu'il entend tout, qu'il se passe énormément de choses. Alors, effectivement, on a envie d'avancer, de faire la chambre du bébé ou d'être organisé, hein, surtout dans notre société. Mais c'est d'accueillir ce moment où vraiment une femme est enceinte, c'est ce fameux mot d'accueillir, de relâcher un petit peu j'ai envie de dire, cette empreinte mentale pour que l'enfant puisse arriver paisiblement. Mais il peut arriver plein de choses, hein, c'est sûr. Après, c'est l'après qui est aussi intéressant, c'est de comprendre quand on est dans notre quotidien, on fait évidemment plein de choses pour détendre le corps, même on va travailler le mental avec la psychanalyse, ce qui est très intéressant. Mais ce que je trouvais euh, assez beau dans cette thérapie, c'est que on a tous une histoire et on vient tous d'un projet. Et à la base, on vient d'une cellule. Et quand on commence à mettre de la conscience là-dessus, du coup, on ne s'apporte pas forcément la même valeur sur tous les jours. On a tous une histoire commune. Et c'est ce que j'explique dans la mémoire cellulaire. Ce qui est bien, c'est d'aller tirer le fil. Tiens, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque période, c'est toujours la même chose, j'y arrive pas? Ben, allons remonter un peu plus loin dans votre histoire. Et je trouve que chaque personne a une histoire propre. Et des fois, c'est des petits détails qu'on va essayer de comprendre de ce qui s'est passé pendant la vie intra-utérine, avant même les grands-parents. Qu'est-ce que nos cellules ont enregistré? Toute cette mémoire générationnelle aussi. Qu'est-ce qu'on porte dont on n'est pas conscient? Et c'est ça qui est passionnant dans cette thérapie. Et maintenant, si on quitte l'enfance pour aller, bah, vers l'âge adulte et tous ces schémas répétitifs, en fait, qu'est-ce que ça implique, chez ces personnes-là et à partir de quel moment ils parce que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont dans un schéma répétitif. Je vais parler je vais prendre un exemple d'une nana, qui va toujours tomber sur le même type d'homme et on aura beau lui dire que j'ai l'impression que les histoires se répètent, elle ne va pas voir que les histoires se répètent. Mais elle va rester dans le même schéma quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que souvent, les personnes, quand elles arrivent, c'est quand elles sont bloquées. Sans comprennent plus, c'est tout le temps la même chose et pensent que c'est la. Alors, il y en a certains qui pensent que c'est la fatalité. Dans ces cas-là, c'est dommage parce que du coup, bah, il y en a qui fonctionnent comme ça. De toute façon, c'est mon histoire, c'est comme ça, j'ai la poisse. Et puis, à un moment donné, c'est vrai, ceux qui arrivent au cabinet, ils savent plus quoi, ils comprennent pas. Donc, euh, donc le petit espoir, c'est d'aller comprendre ce qui s'est passé avant. Et souvent, on n'a pas de conscience là-dessus parce qu'on est vraiment bloqué sur notre schéma répétitif. Et en plus, c'est inconscient. Donc, c'est très subtil. C'est qu'il y a des fois, on comprend pas. Bon, bah, encore une fois, quoi. Encore une fois, je me suis trompée dans mon boulot. Encore une fois, ben, j'étais encore en échec. J'ai voulu passer cet examen et j'étais encore en échec. Quelle croyance vous portez qui peut-être ne vous appartient pas, qui est d'avant. Donc c'est vraiment les gens quand ils arrivent, c'est qu'il y a plus de solution quoi. Souvent, en tout cas c'est ce que moi j'ai au cabinet quand c'est vraiment le bout du bout et que là, bah ils savent plus. Et puis aussi on est tellement, à communiquer entre nous et parfois, est-ce que les croyances, sont ancestrales ou alors, parfois amicales?
Ouais, certaines. Et puis, vous savez, il y a des cultures, il y a des éducations, donc on, on a quand même pas mal de choses inscrites en nous, en fait, des croyances. Ce qui est intéressant dans cette thérapie, c'est que lorsqu'on commence à comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant nous et dans quel monde on est arrivé et se comporte, les cellules, elles sont habituées, nos cellules, à fonctionner d'une certaine manière, toujours pareil. Et là, quand on commence, le corps nous donne une information et on commence à comprendre l'histoire, on va mettre en place, que ce que je mets en place avec les patients, c'est des actes de rééducation. Et on le fait ensemble. Et c'est des choses très très concrètes. C'est par exemple de ressortir une petite poupée que j'adorais quand j'étais enfant. Et c'est la seule poupée où j'arrivais à me sentir en sécurité. Et ben c'est d'aller retrouver pourquoi pas ce doudou, de revivre cette sécurité de petite fille, mais avec un regard extérieur. Se dire tiens, j'avais vraiment besoin de cette sécurité ou j'avais besoin de ce doudou et de continuer à en prendre soin. Quelque part, le miroir, je prends soin de la petite fille qui n'a pas été bien traitée, c'est un exemple. Et après, on se sépare tranquillement de ce doudou et on peut avancer. Vous voyez, ça c'est un acte de rééducation hein, dans les débuts. On va donner une autre information aux cellules, comme quoi moi aussi j'ai le droit d'être en sécurité, même dans ma vie d'adulte. Et dans le monde du travail justement, comment ça se matérialise? Est-ce que tu as des exemples sur les personnes qui viennent te voir, sur un schéma, qui se répète? Alors souvent, dans le monde du travail, ce qu'on voit, c'est le besoin de reconnaissance. Hein, les personnes qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur, ou du coup qui s'enferment dans un travail pour une sécurité, hein, ce qui se comprend tout à fait, mais qui du coup ne s'épanouissent pas du tout, ou ne s'autorisent pas à créer quelque chose. Euh, Parce qu'on peut garder son travail tout en se formant à côté et d'avoir l'énergie et l'espoir de dire que oui, ça va marcher. Souvent, les personnes dans le travail ont un manque de confiance en soi, évidemment, mais vraiment de reconnaissance, que je suis capable de. J'ai la possibilité de pouvoir faire autre chose. Et ça, c'est pareil. On va revoir un petit peu dans l'histoire. Qui portait le fait de ne pas avoir confiance en lui ou de ne pas avoir, je cherche le mot, le droit ou vous savez, oui, c'est ça, le droit ou l'autorisation de pouvoir faire autre chose que ce métier-là. Je cherche un exemple concret. J'ai une patiente qui a du mal à exprimer, en fait, à dire à son supérieur hiérarchique que cette organisation ne lui convient pas. Donc, à chaque fois qu'elle essaye de rentrer dans le bureau, en fait, elle a un blocage, elle n'arrive pas à lui parler. Alors, est-ce qu'il y a une image par rapport à l'autorité? Pourtant, c'est un patron qui est assez, a priori, qui écoute, mais il y a ce rapport hiérarchie, donc il la bloque, et même si on travaille ça, on sent bien qu'elle n'arrive pas à exprimer, elle ne se donne pas le droit d'exprimer qu'elle pourrait avoir une meilleure idée que son patron. Mais elle ne sait pas comment l'amener. Alors, bien sûr, ça se coach, ça peut, on travaille la forme, mais elle, c'est vraiment plus profond. C'est-à-dire que c'est une peur. La peur la bloque. Donc, du coup, elle se conforme à faire quelque chose qui ne lui plaît pas. Et lorsqu'on va plus loin, on se rend compte que dans le schéma répétitif, notamment quand elle était en primaire, c'était pareil. Elle avait des idées, mais elle ne les manifestait jamais. Et d'ailleurs, à tel point qu'à un moment, elle était assise à côté d'une petite fille qui n'entendait pas, en fait, qui était, je cherche, qui n'entendait pas. Donc, on retrouve ce premier schéma-là. Et après, quand on est parti plus loin dans le schéma de la maman, qui au départ voulait un petit garçon, parce que c'était une deuxième, euh, ne l'a jamais vraiment écoutée quand elle voulait manifester quelque chose. C'est-à-dire que c'est une enfant qui s'est sentie pas écoutée, pas forcément intéressée, pourtant elle avait tout l'amour qu'elle voulait, mais elle n'a jamais pu, on lui a jamais donné l'autorisation de pouvoir exprimer un besoin. Donc du coup, elle s'est toujours renfermée dans cette croyance qu'elle a gardée tout au long en disant bah de toute façon je suis comme ça, mais non, on est revenu à l'époque. Alors la vie intra-utérine, j'ai pas encore les informations totales, mais en tout cas il est clair que petite fille, elle ne pouvait pas exprimer ce qu'elle avait envie, donc on ne la reconnaissait pas parce que peut-être on ne l'écoutait pas et qu'elle a répété ce schéma jusqu'à aujourd'hui. Donc l'intérêt là, c'est d'essayer de se mettre en hauteur et de se voir avoir peur et de se dire tiens là j'ai peur, essayons de comprendre d'où ça vient
ah ça y est, j'ai l'information et du coup, il se passe quelque chose dans le corps au niveau énergétique qui fait que je vais pouvoir y aller. Si je reprends l'exemple de cette femme-là, donc le fait de faire cette thérapie-là, de se mettre en hauteur, est-ce que ça finalement, ça peut l'aider à justement à pouvoir s'exprimer pleinement, sans peur? Est-ce qu'elle a réussi à présent? Mmh. Oui, alors là, on avance bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à comprendre son histoire. Un truc qu'elle voyait pas forcément. C'était une petite fille, sa maman était occupée, son papa travaillait beaucoup. Là, elle commence à voir. On m'a pas forcément écoutée. Pas que la maman avait pas d'intérêt, c'est que ça ne se présentait pas. Du coup, elle a jamais développé ça chez elle. Là, on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans le ventre de sa maman. Elle a la chance de l'avoir encore, donc du coup, on peut essayer d'avoir de l'information. Mais le fait qu'elle voit ça, qu'elle commence à le voir, quand elle se trouve en situation de difficulté, là, elle se dit ah ok, je comprends, et elle se repositionne, petite fille jouant dans son coin, ou à l'école à côté de cette fille qui entendait pas, où elle lui dit regarde, on pourrait faire des choses. Elle se revoit, petite fille, et maintenant adulte, elle répète la même chose, l'émotion reste la même devant ce patron qui, ne pour elle, ne l'écoutera pas. Donc le pas de plus, c'est de comprendre l'histoire et se dire ok, ça m'appartient pas. Ça c'est quelque chose que j'ai engrammé par des parents très occupés ou qu'est-ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine, mais en tout cas ça ne m'appartient pas, donc je vais pouvoir avancer. Puisque en soi, elle les a les idées et qu'elle a envie de les exprimer. Donc c'est qu'elle peut le faire. Ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que les mémoires cellulaires disent des personnes qui ont une figure d'autorité? Je parle des responsables, des entrepreneurs, en tout cas des personnes qui ont des hauts postes et qui eux, doivent avoir cette posture parce qu'on n'est pas forcément sûr au final qu'ils soient vraiment, en capacité de pouvoir, diriger ou non, ou vraiment, sûrs de soi, en fait. Bah, en fait, tout va dépendre du dirigeant, parce qu'il y a des dirigeants qui sont très bien, et tout dépend de la personne, de comment elle vit son poste. Euh, Après, j'ai connu des dirigeants qui étaient dans une peur constante. Là, c'est de la peur. On parle aussi de reconnaissance à ce niveau-là, ou qui apprenaient leur texte par cœur lorsqu'ils devaient parler en public, qui avaient un management un peu à la terreur, mais qu'est-ce qu'ils viennent reproduire de ce qu'eux-mêmes ont vécu? Alors là, on rentre dans la psychanalyse, mais dans l'histoire et dans leur histoire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça peut être aussi l'inverse, on ne les a pas écoutés, ou suffisamment, ou reconnus, et dans ces cas-là, ça se fait de manière violente. Mais ça aussi, c'est un schéma répétitif et qui emmène en face des blocages et à un moment donné, le chaos, à force de faire les managements un peu à la terreur. Enfin, finalement, on est perdant à la fin. Les gens partent ou on n'est pas bien. Mais ces dirigeants-là, tout va dépendre de leur histoire. Il y en a qui managent très bien et qui ont compris, et il y en a d'autres effectivement qui sont beaucoup dans l'autorité, ne laissant pas la place aux autres. Et là aussi, même quand on a un manager comme ça, c'est intéressant de prendre le recul, de se dire tiens, pourquoi il agit de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il a à démontrer? Mmh. Mais on porte tous à un moment donné cette empreinte, j'ai envie de dire, dans le corps qui fait qu'on a cette attitude. Mais les managements par la terreur, je ne sais pas si c'est vraiment inconscient ou pas. Ah bon? Je ne sais pas, ça va dépendre toujours de la personne et de l'histoire qu'il porte. Mais ça permet, en tout cas quand on commence à faire le travail, à avoir un regard différent de soi. C'est pas juste, bon, on est dans une clinique et puis on va à l'école et puis on reçoit tous une éducation. À la base, tout à la base, il y a deux personnes qui ont décidé d'avoir un enfant. Et quel était l'environnement? Quel était l'état d'esprit des parents? C'est toutes ces questions qu'on se pose pas. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que vous avez une histoire. Et mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir, à faire de la mémoire cellulaire justement? Euh, alors moi, j'ai toujours fait beaucoup de danse. J'étais toujours très fan du corps, en fait. Je trouve que quand on danse ou quand on fait des étirements, quand on fait du yoga, je trouve que le corps nous le rend aussi de manière enfin, beaucoup plus intense. Et je trouve que l'émotion en tant que telle, il y a maintenant qu'on en parle beaucoup plus aux enfants, mais l'émotion n'était pas vraiment prise en compte. Surtout, on ne pleure pas, il ne faut pas pleurer en public.
mais quand on y réfléchit, l'eau qui sort du corps, elle a besoin de sortir à un moment donné. Enfin, pourquoi? Enfin, tout ça, ça m'a toujours intriguée. J'ai rencontré une jeune fille qui faisait, donc parce qu'on est formé pour ça, hein, il y a une école de mémoire cellulaire et elle m'a demandé d'être sa patiente test. Et j'ai fait ce qu'on appelle des descentes dans le corps avec l'émotion et essayer de comprendre ce qui se passait en fait. Qu'est-ce que ça voulait dire cette émotion peut-être de tristesse ou moi par exemple j'arrivais pas à faire couple et je me suis dit bah j'aurai jamais d'enfant. J'ai fait cette thérapie. Bien sûr maintenant je suis en couple et je suis maman. Et il y en a plein comme ça parce qu'on comprend en fait qu'est-ce qu'on porte d'avant et comment on arrive à partir du moment où on a l'information, il se passe quelque chose dans le corps qui fait que vos réactions inconscientes deviennent maintenant conscientes et du coup les choses s'offrent à vous en fait. Il y a tellement de je fais partie de ces femmes, hein, qui n'arrivent pas à faire couple, donc je devrais peut-être aller regarder de ce côté-là, pourquoi c'est le cas. Mais pour ces jeunes femmes, est-ce que tu as déjà eu, bah, des femmes, justement qui étaient dans cette situation-là et qui ont, réussi à comprendre, quel a été le schéma derrière, oui? Et qui finalement ont réussi à faire couple après, Ah oui, oui, bah alors moi j'en suis l'exemple, mais c'est vrai que j'ai une jeune fille qui n'arrivait jamais à faire couple et qui était toujours trois dans le couple. Donc il y avait tout le temps une tromperie à un moment donné, soit de l'un, soit de l'autre, et qui est tout le temps, hein, ça se répétait. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait tromperie et ça partait de loin, hein, même de l'école maternelle où il y avait deux amoureux ou deux amoureuses, vous voyez. Et on est remonté plus loin et ce qu'on a cru, enfin ce qui s'est manifesté après, parce qu'il faut vraiment demander. Concrètement, la maman était séduite par deux hommes quand elle était enceinte de sa fille. Et elle a capté ça, et ce qui fait que elle l'a capté au niveau inconscient, elle a eu son enfant, elle a fait l'histoire, mais la jeune fille répétait toujours enfin, le fait d'être à trois tout le temps. Et quand elle a eu l'information et que ça s'est produit, elle s'est vue dans ce schéma-là, donc elle a pu prendre le recul et du coup avancer et puis maintenant faire couple et maintenant être maman de deux enfants. Donc, c'est cette prise de conscience. C'est un chemin de conscience. Euh, et puis, pas réussir à faire couple, qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre féminin, sur notre masculin qui, dans la famille, ne s'autorisait pas ou quelle est l'image du couple parental qu'on a pu avoir. Vous voyez, il y a plein de choses. C'est ça qui est passionnant dans cette thérapie. C'est que chaque histoire est unique, mais il suffit de comprendre. Et puis, est-ce qu'on a vraiment envie de faire couple? Vous voyez, et quel genre d'individu je rencontre à chaque fois. Et à chaque fois j'y vais, mais à chaque fois ça marche pas. Et tout ça, il y a une cause derrière. et qu'est-ce que ça dit de la personne qui va, toujours rencontrer des personnes qui ne sont pas disponibles? Bah, il faut aller voir dans le projet sens. Allons voir dans le projet sens, hein, les 9 mois avant, les 9 mois pendant et la naissance. Pourquoi on est toujours attiré par des gens qui ne sont pas disponibles pour nous? Ou est-ce que moi-même, je ne suis pas assez disponible pour moi? Parce que n'oublions pas aussi, ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce que vous portez. Parce que votre histoire, en fait, vous avez ce qu'on appelle la fameuse vibration, c'est-à-dire que l'histoire, vous la portez. Donc, inconsciemment, vous vibrez à ce que vous avez vécu. Donc, vous attirez à vous ce qui répond à votre propre vibration. Et ça, on voit beaucoup de jeunes filles qui tombent amoureuses de garçons qui sont déjà mariés, et même les hommes mariés qui, après ça c'est une autre histoire, qui trompent quand même leur femme. Mais qu'est-ce que ça vient dire de l'image que j'ai de moi où je ne suis pas disponible avec moi. Ce qui est aussi très important dans cette thérapie, c'est le choix des mots. Quand un client arrive, un patient arrive en cabinet, les premiers mots qu'il dit, les premiers mots du corps aussi. Parce que ça peut paraître des mots anodins, et après quand on va interroger le corps, c'est intéressant d'avoir choisi ces mots. N'est pas disponible. Où est-ce que moi je ne suis pas déjà disponible pour moi? Donc c'est ça aussi la conscience du corps. C'est que tout ce qui arrive à l'extérieur est aussi en résonance avec ce que je porte comme histoire. D'où l'importance d'aller comprendre cette histoire. Oui, en pleine conscience en plus.
Bah, plus vous allez en mettre plus parce qu'en plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça, c'est concret. Alors, on a la chance des fois d'avoir des journaux intimes, d'avoir des grands-parents qui sont encore là, des photos de famille, des anecdotes qui arrivent, parce que votre maman, votre grand-mère a des informations, enfin, avait des cellules que vous avez aussi récupérées. Vous voyez, dans la mémoire, vous portez les mémoires de votre famille. Et ces cellules ont enregistré aussi des comportements qui se traduisent aujourd'hui dans votre vie. Et après, si je dois prendre l'exemple, je prends un exemple comme ça, hein, des familles africaines, en tout cas à Ouais, l'époque où, il y avait, la polygamie. Est-ce bah oui. qu'aujourd'hui la polygamie peut s'inscrire aussi, dans les mémoires Bien sûr, cellulaires de l'enfant? bien Ah oui. sûr, mais bien sûr. Ah mais bien sûr, ça c'est sûr. Il y a une mémoire de culture, mais après pas forcément, vous voyez? C'est ça, c'est pour ça d'où l'importance d'aller vraiment chercher et cette méthode aussi de biorésonance cellulaire où on interroge le corps de où est-ce qu'à un moment donné il y a eu une cristallisation, ça c'est très intéressant. C'est quelle émotion je ressens? Si je reprends votre exemple, cet homme n'est pas disponible. Encore une fois, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? Et vous savez, moi j'ai beaucoup de patients qui vont me dire, mais moi je sais pas ce que je ressens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été éduqués sur l'émotion. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben je me sens rejetée. Ok, mais rejetée, c'est mental. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ah bah j'étouffe à ce niveau-là. Ok, ça nous donne une indication physique. Là, on y va. Et on peut. C'est pour ça qu'on peut remonter même jusqu'à la naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, il y a des fois même des bébés qui arrivent avec le cordon autour du cou, et on voit bien que ils sont toujours un peu oppressés. Alors pas forcément, mais c'est une information qu'on peut avoir. Vous voyez, c'est jamais universel, mais individuellement, quand on fait ce travail, on se dit tiens, moi j'ai vécu ça pendant ma naissance. Ou mes parents, c'était ça, et ma grand-mère avait fait la même chose que ma mère. C'est étrange, oui. Donc moi, je peux changer la donne. À partir du moment où j'ai l'information, je change la donne de mon histoire. Et c'est là, c'est vous qui avez maintenant le fil, et vous pouvez créer votre histoire. Donc si on doit aller chercher, au niveau ancestral, ce qui s'est passé, déjà que ça remonte très loin, et que sachant que le grand-père arrive avec son histoire, la grand-mère arrive avec son histoire et puis que ça peut, hein, ou pas, mais ça peut se transmettre de génération en génération, ça devient une catastrophe ambulante. Bah, pas forcément parce que l'essentiel c'est de savoir, et puis les générations, les sociétés étaient différentes. On n'avait pas la même éducation. Mais si vous avez l'information, c'est super, et ça permet de mettre des mots sur ce qui se passe. Ça permet de comprendre des comportements inconscients aussi. Pas que, mais aussi. Et se dire, ah bah tiens, je réagis comme ça. Effectivement, j'ai peut-être dû enregistrer ça. Euh, et c'est intéressant dans les civilités qui sont différentes, en fait. Vous voyez, il y a plein enfin, des sociétés différentes, les enfants qui naissent dans des pays en guerre, par exemple les enfants qui sont nés pendant la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'ils ont enregistré? Ou pas, parce que, encore une fois, il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Il y a des gens qui vont vivre des choses très dures, et finalement, ça ne va pas se traduire dans leur vie. Et, et inversement, des personnes qui vont vivre des douleurs qui nous paraissent, nous, peut-être pas énormes, mais pour eux, ont un vrai impact. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est un individu en tant que tel, avec un mécanisme du corps, mais dans ce corps, il y a des émotions, il y a des cellules qui fonctionnent et qui portent une mémoire. Et c'est bien de savoir ce qui s'est passé. Peut-être pas tout, peut-être qu'on n'aura pas toutes les informations, mais du coup, cette information, quand je vais me retrouver peut-être face à cet homme indisponible, bah cette fois-ci, je vais dire non. Je vais réussir à dire non. Parce que je ne veux pas répéter ce que les autres ont fait. Et en même temps, je veux avancer dans ma vie différemment. C'est très passionnant comme sujet. C'est passionnant parce que ça pose question. Bien sûr, parce que, et en plus, la science commence à s'intéresser à ça. Il y a des très bons podcasts, notamment sur la vie intra-utérine. On se rend compte que le fœtus capte quand même beaucoup de choses, on s'en rend pas compte. Quand il arrive, on a le bébé et tout ça, mais il y a quand même une vie avant où le fœtus grossit, mais au départ, c'est une cellule. Et avant ça, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovocyte, et l'ovocyte grandit, mais même à ce moment-là, on appelle ça le code de conception. Et ce code de conception, quand le spermatozoïde rencontre l'ovocyte,
il y a un environnement autour. Il y a un environnement, il y a un corps. Donc il y a des choses qui se passent. Et c'est là-dessus qu'on commence à se pencher. Mais ce qui est intéressant, c'est dans la vie de l'individu, quand on voit les blocages, il y en a plein, et ben qu'on fait le rapprochement avec avant, on voit bien la similitude, on voit bien qu'on répète quelque chose. Alors il y a des livres passionnants pour ça. Il y a celle qui a créé la mémoire cellulaire qui s'appelle Myriam Bruce, Votre corps a une mémoire, qui est passionnant, qui l'explique très bien. Sa fille, Véronique Bruce, qui est conceptrice de la biorésonance cellulaire, où elle va vous former pour sentir l'énergie qui passe dans le corps, et cette écoute subtile de se dire, tiens, là, il y a une cristallisation. Le corps est capable de nous donner un âge ou un mot, et ça, faut aller le vérifier. Hein. C'est toujours intéressant d'aller le vérifier. Et à quel moment ces méthodes, elles ont pris vie, en fait? À quel moment les gens se sont rendus compte qu'il y avait, des mémoires cellulaires et qui avaient, une grande influence sur nos comportements d'aujourd'hui? Ah, il y a eu la mère et Sri-Aurobindo qui étaient des préceptes des cellules. Ça date, alors j'ai pas la date exacte, mais je pense qu'on est bien dans les années 50, même un peu avant, où ils ont commencé à s'intéresser à la mémoire de la cellule. Il y a des livres comme ça qui sont compliqués quand même, le mental des cellules, mais qui est très intéressant. Et puis les scientifiques commencent à se pencher dessus. Alors les scientifiques, c'est plus sur le fonctionnement de la cellule. On n'est pas encore sur la mémoire, mais je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes au niveau embryologique, un embryon arrive, enfin, la cellule commence à se former, et ils se rendent compte qu'il y a plein de cellules qui décident d'être un foie, il y en a plein d'autres qui décident d'être un orteil, enfin ce que vous voulez du corps. Donc ils voient bien ce déplacement. Par contre, ils ne l'expliquent pas. On n'arrive pas. Alors ça, c'est au-delà de la mémoire cellulaire, mais c'est pour vous dire qu'il y a des études qui commencent à être faites. On ne comprend pas pourquoi ces cellules décident d'être un intestin et d'autres décident d'être une oreille. Mais elles ont un sens très ordonné. Mais on l'observe, mais à partir du moment où on ne peut pas l'expliquer, ça ne peut pas être scientifique pour le moment. Mais sauf qu'on voit. Donc, vous voyez, les gens commencent à se pencher sur comment vivent ces cellules, et qu'est-ce qu'elles captent, et de comment après, nous, on observe pour le moment. Notre travail de praticien en mémoire cellulaire, c'est d'observer ces schémas répétitifs, et avec le patient, d'aller essayer de comprendre le sens. Et de comprendre le sens, eh ben, on va se pencher sur notre histoire. C'est quelque chose auquel on n'était pas vraiment habitué. On est formé sur le moment présent, à se dire, bah, tiens, je fonctionne comme ça parce que j'ai reçu telle éducation. Ok, c'est une raison. Mais c'est intéressant d'aller voir plus loin. Et quelque chose d'intéressant que tu as dit tout à l'heure, c'est au niveau des larmes et que c'est de l'eau quelque part et qu'il faut lâcher ces émotions-là, donc c'est important de le faire. On le fait pas forcément aujourd'hui, mais on est aussi dans une société où on nous apprend, complètement à être dans le yang, dans le masculin et qu'il faut et je dis pas que le masculin les hommes ne pleurent pas, hein, qu'en tout cas, que quand on est dans notre masculin, on ne peut pas pleurer, mais qu'il faut être fort tout le temps. Il faut être fort tout le temps dans cette société et c'est tout le temps. Il faut se battre tout le temps. On est toujours dans cette, on est toujours dans ce jargon de guerre, de force et on n'a plus de place à la douceur, à l'amour, parce que ça c'est comme si c'est devenu un ennui si tu veux de toujours être dans l'amour alors qu'on peut être dans la guerre et dans la force. Ouais, on peut être aussi dans pourquoi on n'est plus dans la créativité, de créer quelque chose en soi, vous voyez. Mais après, c'est pareil, quand on perçoit qu'il y a que de la guerre et qu'il faut être dans la force tout le temps, qu'est-ce que ça vient dire de nous? J'ai aussi des patients qui, eux, n'arrivent justement pas à créer, à mettre en place des projets, et pourtant ils en ont envie. Donc on n'est plus trop dans la guerre ou dans la force, mais dans cette incapacité, peut-être, de se dire, moi, j'en suis pas capable. Et d'où, pourquoi je porte ça? Vous voyez, c'est toujours la vision qu'on peut avoir du monde, mais c'est vrai qu'actuellement, la vision, elle est quand même très... on entend beaucoup parler que de guerre, effectivement, de violence, euh, de choses pas très positives, c'est sûr, mais il en existe aussi. On en parle peut-être un peu moins, mais il en existe aussi. Mais c'est intéressant aussi, alors après, c'est une analyse plus sociologique, mais pourquoi les civilités marchent, les générations fonctionnent différemment aussi. Vous voyez, on est là dans une génération de guerre, on avait arrêté, enfin, excusez-moi, il y avait eu la guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale,
Ensuite, il y a eu l'après-guerre où on voit bien qu'il y a une jouissance, enfin, les gens commencent à revivre, il y a enfin, un ressort économique, et puis d'un coup, on retourne encore dans des guerres, effectivement. Bon, il y a plein de raisons, mais ça nous baigne dans une ambiance où effectivement, on peut avoir peur et pas assez confiance en soi. Oui, ça peut avoir. Puis même si on se à proprement dit, la guerre, elle est loin de nous et qu'on ne l'entend pas vraiment, on se fait la guerre à nous-mêmes. J'ai une amie qui souhaiterait, concevoir, donner, avoir un enfant. Elle est jeune et très jeune et elle n'y arrive pas, hein, donc moi, je comprends que de toute façon, elle est très, très dure avec elle-même. Elle est ce donc je pense que son corps répond, hein. Elle n'est pas forcément d'accord avec ce principe-là, elle reste vraiment sur ce qui est scientifique, ça a une autre valeur pour elle et là où elle est encore plus dure, c'est qu'elle a moins de 30 ans, mais qu'elle se dit qu'à 30 ans, de toute façon, c'est clair et net, après 30 ans, elle ne fait pas d'enfant parce qu'elle avait dit que c'était avant 30 ans et qu'après 30 ans, de toute façon, c'est pas la peine. Mais je lui dis: «Mais c'est pas toi qui décides. Si le corps commence à crier, s'exprimer, à un moment donné, il va falloir y aller». Mais c'est encore une fois, pourquoi cette conviction, en fait? Et pourquoi ce besoin absolu d'enfant avant 30 ans, vous voyez? Et puis, après, peut-être ça marchera, et parce que la volonté, je veux tellement, mais en même temps, s'il y a quelque chose d'un peu obsessionnel, on sait bien que ça marche pas forcément. On est plus dans une résonance de il le faut que j'ai besoin. Et donc, dans il faut, ou qu'est-ce que ça vient dire derrière ce truc obligatoire, en fait, vous voyez? C'est là où, encore une fois, je reviens toujours au même, mais qu'est-ce qu'elle porte? Pourquoi absolument avant 30 ans? Enfin, moi, je suis l'exemple, hein. J'ai eu ma fille, j'avais 46 ans. 46 ans. Et sans problème, hein. Oui. Donc, en fait, c'est. Évidemment, après, le corps humain va fonctionner différemment. Il va falloir. Et pour qui ça marche très bien, mais à partir du moment où on a quelque chose d'assez obsessionnel, et j'ai presque envie de dire, mais je connais pas de presque violent, en fait. Parce que non, après, c'est pas possible. Alors oui, peut-être que c'est pas que elle qui décide, ou que oui. Et dans ces cas-là, elle en aura peut-être pas du tout, ou plein. Mais toujours, il y a quelque chose qui est un peu gênant là-dedans, vous voyez, de ce truc obsessionnel de il faut. Non, mais c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire le podcast sur les mémoires cellulaires parce que je constate, et que je me l'applique à moi-même, que l'être humain est de plus en plus, dur avec lui-même. Il ne se laisse pas de place en fait, à l'accueil de l'amour, à l'accueil de la bonté, de la beauté. En fait, on est dur avec soi-même, en fait. Et ça nous pousse pas ju ça en fait, si tu veux, ça nous pousse pas à aller regarder ailleurs. On se dit que et c'est le schéma, en fait, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Mais non, on peut être beaucoup plus dur avec soi-même. Cette conscience aussi du corps, on n'a pas été assez éduqués là-dessus, un peu plus maintenant, je le vois dans les petites générations où on leur montre un peu ce que c'est l'émotion, qu'est-ce que c'est une émotion. Mais moi, j'ai des patients autour de moi qui me disaient, mais moi, je sais pas ce que je ressens. Enfin, quand je vais manger du chocolat, je sais que c'est bon, quoi. Vous voyez? Donc, on n'a pas ça. Et quand on commence à mettre un peu plus de conscience en soi, un peu plus de douceur, comme tu dis, en soi, effectivement, on voit les choses différemment. Je vais donner un exemple, enfin, que je trouve assez. Alors, je sais pas si ça aura un lien, mais ça m'a toujours frappé. Lorsque je faisais de la danse, notamment du tango, on voyait arriver dans la salle une personne pas forcément top modèle, enfin pas physiquement waouh, mais juste le fait que cette personne rentre dans la salle, elle avait une présence, elle avait une sorte d'énergie. Mais pourquoi? Parce que tout le travail corporel, d'ancrage, j'ai envie de dire, avait été fait. Donc ces gens-là, ils émanent quelque chose de beau et ils inspirent même, mais sans forcément être dans un aspect physique. Mais le fait d'être bien avec son corps, à l'intérieur, de comprendre le fonctionnement. Tiens, je ressens ça. Alors, il y a une raison, il y en a plein. Mais essayer de dire, tiens, je ressens ça parce que peut-être aussi il s'est passé ça avant. Et d'avoir la connaissance de qui on est, bah, du coup, ça nous induit à aller un peu plus dans le corps et dans la sensation même physique. Bah, du coup, on est beaucoup plus doux avec soi-même parce qu'on se connaît mieux. Et ça, c'est une éducation qu'on n'a pas. Pardon? Donc prendre conscience de son corps.
Oui, alors c'est une phrase bateau, on l'entend beaucoup, mais elle veut tout dire. C'est vrai que prendre conscience de son corps, la manière dont on va respirer. Tiens là, aujourd'hui, je me sens triste. OK, mais triste, c'est quoi? Ça se passe comment? Ben, j'ai les yeux lourds ou j'ai envie de pleurer et j'y arrive pas. J'ai plein de personnes qui n'arrivent pas à pleurer, hein, et qui vivent des choses lourdes, qui ne s'autorisent pas. Donc on bloque. Vous savez, les enfants, surtout, pleure pas. Vous vous rendez compte? Vous savez, quand les enfants, ils pleurent, ou même quand on a un gros chagrin, le corps, il est essoufflé comme ça. On est habitués, nous, parce que... Mais en fait, ça vient dire quelque chose. Ça remonte de loin. C'est quoi ce chagrin? Le corps exprime. Le corps exprime des choses, mais on n'a pas été assez éduqué pour le voir. Alors on le voit quand on fait du sport ou de la danse ou autre, où le corps est en mouvement, on peut ressentir des choses. Moi, je parle vraiment de l'émotion, et cette émotion, des fois, elle vient de loin. Et ça me renvoie à une image, un passage où j'étais avec mes neveux et nièces, ils étaient petits, et bon, quand ils sont petits, qu'ils sont 3 et qu'ils font plein de bêtises, enfin, c'est pas qu'ils font des bêtises, hein, mais c'est qu'ils sont tout le temps en train de crier, qu'à un moment donné, moi, ça m'agace et que, je me mets à hurler et je sens bien qu'il y en a l'une d'entre elles, qui retient le tout, en fait. Et là, je la regarde, je lui dis: «Ah mais non, mais là, tu vas pleurer, là». «Non!» J'ai dit: «Ah si!» Et puis là, elle se met à couler des larmes et en fait, ça m'a fait du bien à moi aussi parce que je me suis dit, «Non, il faut pas». Moi, j'ai appris qu'il fallait retenir ses émotions. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup pleurer petite, ou alors pleurer, mais pour d'autres choses, mais mais pas vraiment pour laisser mes émotions et là, j'avais ressenti que ma nièce avait besoin de, bah, de laisser sortir cette émotion-là et que ça lui faisait du bien et ça m'a fait du bien à moi aussi. Donc quelque part, ça a eu une double fonction et ça, c'était génial. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, c'était aussi une éducation de pudeur, de pas montrer. Puis vous savez, les gens face à l'émotion de l'autre, ils savent pas quoi faire. Quelqu'un qui pleure, tout de suite on va aller chercher un mouchoir, ok c'est bien, mais laissons pleurer en fait à un moment donné. Ne calmons pas, n'essayons pas d'étouffer l'émotion. Et face aux émotions des autres, on peut être aussi, ouais, pas savoir quoi faire, c'est quelque chose de pas habituel, on n'est pas à l'aise. Tu sais, il faut pas pleurer au travail, il faut pas, bien sûr, hein, il y a des codes dans lesquels on est éduqué, mais je trouve que plus on retient l'émotion, plus, alors je vais loin, mais on peut générer des radicaux libres, c'est-à-dire on va contracter le muscle et du coup c'est pas génial et après on peut provoquer, je vais loin, mais aussi des maladies. Le stress, tout ça c'est parce qu'on n'exprime pas. Vous voyez? Donc du coup ça va générer plein de choses dans le corps et ça on n'a pas de conscience là-dessus. Donc quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est joyeux, oh rit pas si fort, mais si au contraire, le corps exprime quelque chose, écoutons-le. Alors, cette conscience du corps, la mémoire des cellules, vient nous donner une information de qui vous êtes en fait, de ce que vous avez capté dans ce monde-là. Et puis après, parce qu'après, bien sûr, on arrive au monde, mais on a une éducation, on a un environnement, on rencontre des gens, tout ça, bien sûr, ça a des impacts sur l'individu qu'on devient. Mais tous ces petits choses inconscientes, vraiment, moi maintenant j'en suis persuadée, c'est ce que vous avez capté enfin, des familles, de votre famille, des générations d'avant même. Oui, donc je reprends un peu ton terme, des fois ça peut être le bordel. Mais tout ce travail et cette thérapie, c'est d'aller dénouer ça. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis, hein, on reprend le fil et puis on remonte. Puis après, c'est passionnant. Parce qu'on se dit, oh, attends, mais je savais pas ça. Et mon arrière-grand-mère avait fait ça, mais c'est fou, elle fait comme moi. Tu vois, toi, tu fais des podcasts. Euh, je sais pas, va fouiller, quoi, tu vois. Alors, tout n'a pas une cause, hein, heureusement, parce qu'on s'en sortirait pas, mais voilà. Et puis, c'est pas forcément un schéma répétitif bloquant, mais c'est vraiment quand on se sent bloqué, on n'arrive pas à créer, on n'arrive pas à changer de job, on n'arrive pas à faire couple. Ça, on a beaucoup, hein. J'arrive pas à... Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'arrive pas à faire le deuil aussi. Il y a des choses qui sont obsessionnelles où j'arrive pas à faire le deuil. Pourquoi? Et les deuils qui se répètent ou les drames qui se répètent dans les familles. Si, c'est intéressant d'aller chercher pourquoi. Inconsciemment, on adopte ce comportement, du coup, on va le recréer. Et j'entends la passion et je sens la passion. Je voulais te remercier Ariane pour ce podcast.
Ah bah, c'est un très beau podcast, de très belles conversations. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Et sur ton site internet? Oui, j'ai un site internet dans lequel j'explique, ce qu'est la mémoire cellulaire et en quoi consiste la thérapie, hein, comment elle se déroule. Donc c'est assez simple, hein, c'est ariane.banaletti, .fr, ariane-banaletti.fr. Et puis j'ai également sur les Instagram, ça s'appelle Fil Ariane, dans lequel pour le moment sont exposées vraiment des photos du corps. Je trouve que c'est intéressant de voir le corps en mouvement, des photos assez jolies, mais dans lequel je vais mettre un peu plus de contenu sur ce qu'est la mémoire cellulaire, pour que ce soit plus accessible. Eh bien, je te remercie en tout cas pour ce podcast et en tout cas pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. Réellement, vraiment, très important de retourner à son corps et de comprendre les émotions qui se cachent derrière le corps. Et Ariane nous a tout décrypté aujourd'hui, donc à réécouter, au besoin. Et ben, moi, je te dis, un grand merci Ariane, hein. Bah, merci à toi, merci. Si la thérapie vous intéresse, il y a le cabinet aussi, hein, qui est à Verneuil-sur-Seine. N'hésitez pas, si vous avez besoin. En région parisienne, dans le 78. De toute façon, vous trouvez tout sur le site. Et puis, merci à toi, vraiment d'avoir pu donner la parole à ce sujet d'actualité, il me semble. Merci et ben, je vous dis à tous à la semaine prochaine et je vous laisse passer une très bonne semaine.